Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le front puisque nous sommes en guerre ? Eh bien, il y a hélas des morts, il y a des blessés et il y a des gens qui guérissent, heureusement. Et puis, il y a les confinés, et c'est pas facile et le moral des troupes est pas toujours très bon. Et il n'est pas toujours très bon parce que quelquefois les informations sont contradictoires, les incohérences sont manifestes et le manque de préparation paraît assez flagrant. On en parle. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. J'acquise au mégaphone dans l'assemblée. J'acquise au mégaphone dans l'assemblée. C'est pas Émile Zola, c'est Damien Saez, mais après tout, on a le droit de dire j'accuse dans n'importe quel état. Et je suis très heureux d'avoir au téléphone Valérie Boyer, qui est députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, testée positive au coronavirus. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Bonjour André, bonjour à tous vos auditeurs. Merci et écoutez, je crois que ça va mieux, j'espère en tout cas, et d'après ce que j'ai su, c'est que ça va mieux. Écoutez, oui, j'ai été testée le 16 mars, j'ai été hospitalisée dans l'unité d'infectiologie du professeur Raoult. Je suis retournée lundi dernier pour vérifier où en était ma charge virale et j'y retourne vendredi et depuis je prends le fameux traitement dont on parle beaucoup et qui donne beaucoup d'espérance. Oui, alors justement, je voulais vous entendre là-dessus, puisque c'est au centre depuis quelques jours déjà de toutes les polémiques, avec beaucoup de médecins qui approuvent le traitement chloroquine. La pitié salpêtrière vient de s'y soumettre. Ah oui, c'est recommande de l'utiliser. Oui, alors juste depuis aujourd'hui. Mais justement, Valérie Boyer, moi je voudrais savoir, puisque vous avez suivi ce traitement, etc. J'espère que tout ira bien, bien sûr, on le souhaite tous nos cœurs. Mais est-ce que vous comprenez cette polémique quand même où il y a eu, on ne comprend pas, d'abord que la chloroquine, comme vous le savez, a été classée en janvier 2020 une substance toxique, en tout cas ne recommandée que par ordonnance, alors que la nivaquine, on la prenait depuis 50 ans. Est-ce que vous comprenez cette polémique, Valérie Boyer? Je trouve cette polémique, je la trouve indécente dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord parce qu'elle vient de personnes qui ont été infoutues de mettre des masques à disposition de la population et notamment des soignants, des forces de l'ordre, des personnes qui nous nourrissent et même des Français. On nous confine, mais le confinement individuel nous a été interdit. On nous a même cassé les jambes sur cette question puisque les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, ce sont eux qui ont détruit les Prusses. Vous savez, cet établissement qui avait été fait sous Sarko-Fillon par Roselyne Bachelot, justement pour répondre aux situations de pandémie possible, de crise sanitaire importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où je suis absolument outrée, c'est que c'est pas comme si nous étions le premier pays à être victime de cette épidémie. On a 3-4 mois de retard d'expérience de retard sur la Chine, plusieurs sur l'Italie. Et pourtant, pendant ce temps, non seulement on n'a pas constitué de stock de masques, on a même la porte-parole du gouvernement qui nous explique que les Français sont tellement abrutis qu'ils ne savent pas les mettre. Mais en plus, on a désorganisé le pays et on n'a pas pris des précautions pour tester les gens. Comment aujourd'hui lutter contre une épidémie si on ne teste pas les gens, si on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade? Et toutes les expériences internationales aujourd'hui montrent que c'est comme ça qu'on arrive à endiguer l'épidémie. Mais c'est le bon sens, là, il ne suffit pas d'être prix Nobel de médecine. Le simple bon sens le démontre et l'observation des pays le démontre. L'Islande, la Corée du Sud, l'Allemagne qui nous donne des leçons en permanence, l'Allemagne, elle ne s'est pas gênée. L'Allemagne a commandé des tests et l'Allemagne teste 7 à 10 fois plus que nous. Alors justement, Valérie Boyer, écoutez cette vidéo qui a été faite sur les réseaux sociaux. Je précise simplement pour nos auditeurs, pour vous-même, qu'on entend successivement Agnès Buzyn, Yazdan Palin, membre du conseil scientifique constitué par Emmanuel Macron, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Jean-Michel Blanquer. Il faut faire des bonnes affaires en bourse, etc. Oui.
Et alors, Jean-Michel Blanquer, Christine Katlama, Sibeth Ndiaye, Édouard Philippe, Michel Simès, Agnès Buzyn, Emmanuel Macron. Écoutez. Comme le nôtre, de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achat. Valérie Boyer, quand même, il faut écouter ça quand même. C'est hallucinant. Tout ça a été prononcé il y a les dernières semaines, hein. C'est pas il y a 3 mois, 6 mois. C'est absolument consternant. Tout est concernant. L'impréparation pour les masques, le fait qu'on ne soit pas dépisté. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, il y a un autre scandale qui arrive, le fait qu'on ait vidé tous les établissements privés de santé qui disposent de réanimation, de plateaux techniques extrêmement performants, etc. J'ai des centaines de milliers de professionnels de santé qui sont confinés chez eux, qui se sont inscrits sur la réserve citoyenne et qu'on n'appelle pas, qui ne sont pas mobilisés. Ces personnes, elles pourraient tester, prévenir, enfin si elles étaient équipées de masques et de matériel, bien sûr. Eh bien, non seulement on les ampute. Et puis le gouvernement, un grand renfort d'image spectaculaire, nous dit qu'il est en train de monter un hôpital de campagne avec des militaires. C'est très bien. Mais pourquoi il y va, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Oui, à Mulhouse. Oui. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'il aille dans les cliniques, les établissements de santé privés qui sont vides aujourd'hui, qui sont équipés de centres de réanimation, etc., qui sont avec des personnels de santé compétents, dans les cabinets de radiologie où on peut faire aussi un dépistage qui ne sont pas utilisés. Mais jusqu'où cette incurie ? Je vous assure que je ne décolère pas. Et pendant ce temps, tout ce qu'on trouve à faire, c'est critiquer le traitement du professeur Raoult, alors qu'ils n'ont rien à proposer. Mais déjà qu'ils proposent la distribution de masques correctement pour tout le monde, qu'ils proposent aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique, ce qui n'est pas le cas, et qu'ils proposent surtout du dépistage. Comment s'organiser sans être dépisté ? Et on confine un pays, on redécouvre qu'en fait on a des frontières, on confine les gens chez nous, mais le confinement personnel, individuel avec les masques, on ne le fait pas. Et on expose les professionnels de santé, on expose nos policiers. Oui. Mais Valérie Boyer, lamentable. Oui, mais comment vous expliquez ça? Vous êtes une politique, comment vous expliquez? Ils sont pas tous quand même complètement en déni de réalité. Est-ce qu'ils font tous l'autruche? Et ce que vous dites, quand même, ils le savent. Enfin, j'espère pour eux. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas? Au coin du bon sens. Et je me permets juste, si vous aviez fait une vidéo avec les bons messages qui avaient été délivrés, au lieu de passer cette vidéo sur un petit échantillon, parce qu'il y en a eu bien d'autres, de bêtises proférées par le gouvernement, eh bien, vous auriez pu trouver peut-être des montages où Didier Raoult disait que si on dépistait, si on s'organisait sur le plan logistique, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Oui, bon, on l'a dit déjà, Valérie, bien sûr. Bien voilà, c'est tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, il faut un petit peu d'humilité, d'empathie aussi, et écouter les bonnes personnes plutôt que de se complaire dans des disputes d'ego. On a l'impression qu'on discute du sexe des anges, que c'est Byzance en train de s'effondrer, qu'on discute du sexe des anges. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont qualifiés, qui sont des infectiologues, qui sont reconnus dans le monde entier. Didier Raoult, c'est plus de 300 publications. Le traitement qu'il propose n'est pas un traitement expérimental, c'est un traitement qui a fait ses preuves. Il y a des gens qui en prennent tous les jours de la chloroquine parce qu'elles font atteindre certaines maladies comme la maladie de Whipple, certains lupus, etc. Donc les effets secondaires, ils sont connus, reconnus. En revanche, les effets secondaires de la bêtise et de l'incurie, on est en train de tous les vivre aujourd'hui. Parce que sans masque et sans test de dépistage, on met le pays à l'arrêt. On a des gens qui commencent à être déprimés, qui sont seuls chez eux, des entreprises qui vont faire faillite, qui ne seront pas rattrapées. Eh bien, tout ça parce qu'on n'a pas été foutu de s'organiser. Et moi, je suis en colère. Comment mon pays, qui représente 1% de la population mondiale, 15% des dépenses sociales du monde, n'est pas foutu aujourd'hui d'avoir pu protéger ses concitoyens avec des masques et des tests de dépistage. Et quand il a les moyens, eh bien, il s'en ampute. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec la médecine de ville, c'est une amputation de nos moyens. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Valérie Boyer. Merci beaucoup. Peut-être par bêtise, mais ça suffit maintenant. Les deux, mon général. Les deux, ma générale. Oui, c'est vrai. Merci Valérie Boyer. Merci André. Et merci à vos auditeurs. Et bon rétablissement à vous Valérie Boyer. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bon courage à vous qui êtes vous aussi atteinte du Covid-19 et traitée en ce moment notamment à la chloroquine. Pour y faire face, 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour intervenir auprès d'André Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte. On ne redoute pas de la peur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Eh oui, qu'est-ce qu'on ferait sans les agriculteurs? On en a souvent parlé ici et c'est vrai, qui nourrit, qui fait, qui fabrique, qui font les produits, effectivement, qui nous permettent de ne pas mourir de faim. Et mardi matin, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a appelé les Français à aller travailler aux côtés des agriculteurs pour participer aux récoltes, parce que, effectivement, en ce moment, il y a les récoltes, il y a ces saisonniers, bien sûr, et il manque cruellement de main-d'œuvre. Écoutez Didier Guillaume. Il y a possibilité d'avoir 200 000 emplois directs aujourd'hui même, ce mardi matin, qui peuvent aller dans les métiers de l'agriculture. Donc moi, je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre, un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas, un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, aux coiffeurs de mon quartier, à celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir. Alors effectivement, c'est un appel qui part au coin du bon sens. Il y a d'ailleurs en une journée plus de 13 000 candidatures, qui ont été enregistrées. Et c'est vrai que les travaux des champs doivent se faire, il faut de la main d'œuvre, etc. Le problème, on pose le problème quand même. D'un côté, on nous dit attention, ne sortez pas de chez vous, soyez confinés, etc. Et d'un autre côté, on dit, et avec raison, allez-y. Comment on fait? Alors justement, on a avec nous Jérôme Voll, référent emploi de la FNSEA. Bonjour Jérôme Voll. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Voll. Dites-moi, expliquez-moi, parce que effectivement, comment ça doit se passer? Parce que d'un côté, on entend ça, alors peut-être des esprits chagrins ou de mauvaise langue disent oui, d'accord, très bien, il faut y aller. Alors, je ne vais pas parler de l'agriculture en général. Beaucoup de gens diront oui, mais on a laissé tomber l'agriculture, etc. On a laissé tomber les petits cultivateurs, etc. Bon, on va pas parler de ça, mais on va parler très pratiquement aujourd'hui, Monsieur Voll. Comment on fait si quelqu'un veut aller effectivement au champ avec les conditions aujourd'hui très très drastiques et très dramatiques dans lesquelles nous vivons? Pratiquement, comment on fait? Tout d'abord, pour l'agriculture aujourd'hui, on vit avec du vivant, avec de la matière végétale et animale.
qui ne peut pas s'arrêter. Donc évidemment que notre secteur d'activité économique a besoin de continuer à travailler, à être en capacité de fournir des aliments à la population, mais pour fournir des aliments, il y a aussi de la mise en culture, il y a de la récolte évidemment, mais il y a aussi un certain nombre de transports pour que ça arrive vers les citoyens. Donc nous, on n'est pas du tout dans un esprit de polémique. Vous savez, en agriculture, c'est à peu près 200 000 emplois, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, entre mars, avril, mai, ce qui conditionne beaucoup de mise en production et la capacité à avoir de l'alimentation pour l'avenir. Donc il y a le moment présent avec les produits frais, notamment les légumes et les fruits, mais il y a aussi à construire une alimentation pour les années, l'année à venir. Sûr. Les mois et l'année à venir, bien sûr. Exactement. Et si on arrête aujourd'hui de produire ou de mettre en culture, évidemment qu'on se retrouvera dans une situation catastrophique dans un deuxième temps. Donc on n'est pas dans la polémique, on dit juste que notre activité ne peut pas s'arrêter. On est aussi très sensible au fait qu'on ne doit pas propager la maladie du Covid-19. Et donc, du coup, on doit mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la transformation la propagation de cette maladie. Alors, mais comment vous faites pratiquement, encore une fois, monsieur Jérôme Vol, comment vous faites ? Aujourd'hui, très concrètement, par exemple, les entreprises qui sont déjà employeurs de main-d'œuvre et qui constituent déjà des gens qui travaillent sur les exploitations agricoles. On évite tout rassemblement au moment de la prise de consigne le matin. On évite aussi de transporter les salariés dans des bus ou dans un certain nombre d'éléments où ils seront en confinité, ou enfin en possibilité de développer la maladie. Donc on met en place toutes les barrières sanitaires dans nos entreprises qui permettent évidemment d'éviter la propagation de la maladie du Covid-19. Néanmoins, nous avions sur mars, avril, mai 200 000 saisonniers en besoin pour pouvoir amener l'alimentation de nos concitoyens. À partir de là, on a dans les 200 000, il y a une partie qui est locale, de gens qui viennent sur nos exploitations, qui sont des saisonniers habituels, qui viennent sur nos exploitations. À côté, proximité, Voilà, et puis on avait une main-d'œuvre dite étrangère qui venait sur nos exploitations agricoles pour faire des récoltes. La fermeture des frontières fait que ces pays-là ne peuvent plus fournir en termes de salariés, et donc du coup... ça fait combien de personnes, Jérôme Vol? Ça fait combien de personnes? Je parle des étrangers, enfin des étrangers, des pales. Sur les 3 mois à venir, c'est environ un tiers de notre manque, entre 70 000 et 80 000 saisonniers. Donc à partir de là, on en a fait un appel au niveau national, et notamment on a créé une plateforme qui s'appelle Des bras pour ton assiette, qui est gérée par une organisation d'une FDSEA, donc de la Marne. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de nos outils classiques, Pôle emploi, mais aussi l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture, l'ANEFA, mais aussi nos employeurs. Le fait de dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en chômage partiel, qui sont sans emploi, qui quelquefois sont aussi demandeurs d'emploi, mais qui n'ont pas choisi l'agriculture comme un secteur de prédilection, mais qui aujourd'hui, par le biais des secteurs qui se ferment, les cafés, hôtels, restaurants ou d'autres secteurs, peuvent rejoindre l'agriculture. Et donc, cette plateforme a recueilli... Ça s'appelle Des bras, redites le nom de la plateforme. Des bras pour ton assiette. Des bras pour ton assiette, voilà. Vous pouvez y aller comme ça et voir. Voilà, vous pouvez y aller. Il y a 40 000 inscrits aujourd'hui de personnes qui se sont proposées pour venir aider l'agriculture. Alors, elles sont positionnées dans différentes régions de France. Évidemment que on va pas demander des déplacements irréalistes et surtout dans un état de confinement. Faire en sorte que les gens se déplacent, mais on a besoin de bras, de gens qui se rendent disponibles. Par contre, nous, on est en train de mettre en place à la FNSEA des choses très concrètes. Ça veut dire qu'il faut respecter les barrières sanitaires. Il faut que les personnes soient en capacité d'avoir un contrat de travail, parce que le bénévolat dans une activité économique, ça n'existe pas. On n'a pas le droit. Donc voilà, on met tout ça en place. Il faut qu'ils soient payés. Et notre idée, c'est de dire, si vous voulez rendre service à votre secteur, à notre pays,
vous pouvez venir en agriculture travailler. Mais je rappelle bien que c'est du travail, c'est pas aussi profiter d'une occasion de se dire je vais me dégourdir les jambes, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas des vacances, c'est du travail. Merci beaucoup, merci Jérôme Vol, merci de ces renseignements pratiques et donc la plateforme des bras pour votre assiette. Très bien. Exactement, merci à vous Jérôme Vol. Je rappelle que vous êtes référent emploi de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole de France. Si vous voulez postuler, vous écoutez Sud Radio, vous nous appelez d'abord au 0826 300 300, on vous donnera la parole à partir de 13h en compagnie d'André Berkoff. Et puis vous pouvez aller tout de suite sur Internet, vous allez dans Google, vous tapez effectivement des bras pour ton assiette. C'est le premier résultat qui apparaît dans les recherches. C'est pas très compliqué comme ça, si ça peut vous donner du travail. Écoutez, autant qu'on s'entraide. Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. À l'heure du coronavirus, à quoi joue l'Europe ? On pourrait penser qu'elle s'occupe effectivement de sauver le continent, car ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Eh bien, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça, plus triste que ça. Et puis, on va parler effectivement de ceux qui meurent en soignant, de ceux qui tombent contaminés en soignant, de tout cela, on va en parler, il faut dire des choses. Et puis on va parler de ces héros, de ces prêtres italiens qui se sont sacrifiés, de ces aumôniers d'hôpitaux qui se sont sacrifiés en Italie, ils sont une centaine. Et nous allons recevoir Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe, et il est surtout spécialiste en santé, et il a écrit un livre ô combien prémonitoire, Nous nous sommes tant trompés. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Que la République européenne était belle sous l'empire de l'utopie. Alors je sais, on va me dire, l'Europe, ne s'occupe pas de la santé, c'est l'affaire des nations, l'Europe, l'Union européenne n'a pas de politique de santé. Mais enfin, quand on est dans une pandémie dans laquelle on est, on pourrait se dire quand même que les bureaucrates de la Commission européenne, de l'Union européenne, eh bien s'occupent de ça, de voir ce qui ne va pas du tout. Ursula von der Leyen, hein, c'est elle aujourd'hui qui est aux commandes, a tweeté hier « Excellente nouvelle pour les Balkans occidentaux et l'Union européenne. Ravi du feu vert des États membres pour lancer discussion d'adhésion avec Albanie et Macédoine du Nord. Espère que le Conseil européen confirmera cette semaine. Leurs félicitations, bravo, etc. » Oui, non, mais c'est formidable. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis d'accord pour qu'on prenne les îles Nauru, qu'on prenne qui on veut dans l'Union européenne. Mais franchement, c'est ça qui est le plus important. Et on a vu une vidéo de la même Ursula von der Leyen qui se lavait les mains, qui disait oui, je vous suis. J'ai suivi le président de l'OMS apprendre à se laver les mains. Mais c'est hallucinant. C'est tout ce qu'ils ont à faire, l'Union européenne, c'est ça. Et vous savez ce qui s'est passé en Italie hier? Eh bien, en Italie, notamment à Bergame et ailleurs, ils ont retiré en Italie le drapeau de l'Union européenne pour mettre celui de la Chine à la place, parce que la Chine leur a envoyé des aides. Voilà, c'est hallucinant. Je trouve ça incroyable, mais voilà, effectivement, c'est très bien. On s'occupe actuellement, on est aux abonnés absents pour la gestion du coronavirus, on n'a rien à dire, mais on s'occupe de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Et ben voilà, ainsi, comment va le monde, monsieur? Il tourne, monsieur. Et vous continuez à commenter sur le Facebook Live de l'émission Berkoff dans tous ses états, sur la page Facebook de Sud Radio. Vous continuez à nous appeler également 0826 300 300. On vous donnera la parole dans quelques minutes sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Docteur, brancardier, aide-soignante, infirmière, agent de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Nous donne du temps, du talent et du cœur. Oui, Jean-Jacques Goldman qui est sorti de son silence pour une très 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 jolie chanson, évidemment, sur, voilà, il pourrait être confiné, mais ils sortent. Aujourd'hui, 5 médecins soignants décédés du fait du coronavirus et combien de centaines de soignants de personnel contaminés. Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre de temps en temps. Franchement, on ne veut pas incriminer tout le temps les mêmes. Mais quand Olivier Véran, ministre de la Santé,
dit ceci au sujet du décès d'un médecin hospitalier. C'était dimanche sur LCI. Écoutez. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés. Attendez, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez? Comment pouvez-vous affirmer, franchement, avec conviction, que les contaminations se passent en dehors du travail hospitalier ou autre, ou médical ou autre? Comment pouvez vous l'affirmer? Excusez-moi, je veux dire, je ne vois pas comment. Et d'ailleurs, une infirmière a répondu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Elle disait ceci, l'infirmière. Tu passes 10 heures au taf à saluer des Covid+, sans surblouse et sans masque FFP2, mais le ministre de la Santé t'explique qu'on attrape le virus sur l'heure où l'on est à l'extérieur. J'aimerais bien la voir, votre étude. Les sources SVP, c'est pas la honte qui vous étouffe. Effectivement, on pourrait se poser des questions. Voilà, écoutez, montrez-nous cette étude qui affirme que dans tous les pays, et notamment la France, le personnel soignant, quand il est contaminé en dehors de ses heures de travail. C'est très intéressant. Ah, il faut tout entendre dans la vie, hein, tout. Absolument. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui. Il y a eu un bravo à tous ces aumôniers, à tous ces prêtres, à tous ces aumôniers de Bergame, de Lombardie et d'ailleurs. Ils sont plus de 100 à être morts, effectivement, du coronavirus, parce qu'ils étaient là, assistant les malades, étant là. Et il y a eu en Lombardie quelque chose d'assez extraordinaire et plus qu'émouvant. C'est un prêtre de 72 ans, infecté par le coronavirus, par le Covid-19. Il a laissé sa place, il s'appelle Giuseppe Bardelli. Il a laissé sa place en assistance respiratoire à un jeune homme afin de lui sauver la vie. Il estimait que lui, effectivement, il était à un âge où, voilà, il pouvait partir. Le jeune homme avait, je crois, 25 ans ou 27 ans. Eh bien, il a dit, je le donne l'assistance respiratoire, et il est décédé quelques instants plus tard. Voilà, hommage à ces personnes d'âme, à ces personnes de cœur. Et un beau sacrifice d'ailleurs. Vous avez peut-être vu passer d'autres témoignages sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à nous en faire part sur le Facebook Live de Sud Radio ou au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite sur Sud Radio, place à l'invité d'André Berkoff. On accueille Jean-Carl Grelier, député apparenté Les Républicains de la Sarthe, porte-parole santé du parti et référent du Comité national d'éthique. Jean-Carl Grelier, bonjour. Bonjour, André Berkoff. Bonjour. Écoutez, j'ai lu votre livre qui a été écrit, disons-le, rappelons-le et soulignons-le, avant, évidemment, la pandémie, avant l'annonce même de la pandémie, etc. Mais c'est un livre absolument passionnant que je recommande. Pourquoi ? Parce que vous êtes, depuis longtemps, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, passionné pour les problèmes de santé, et vous êtes d'ailleurs l'un des spécialistes de questions de santé à l'Assemblée nationale, puisque vous présidez le groupe d'études sur la prévention en santé. Alors parlons-en, et c'est étonnant parce que quand on lit votre livre à la lumière de ce qui se passe depuis 3 mois, c'est quand même hallucinant parce qu'on voit très très bien, vous savez, Valérie Boyer, votre consoeur Valérie Boyer à l'Assemblée nationale, parler justement, parler de ce qu'elle était écœurée et outrée et en colère face à une certaine imprévoyance, et quand j'ai une certaine imprévoyance, une imprévoyance certaine, et je voudrais juste, dès le départ, vous dites ceci, vous dites, soyons modestes et disons-le avec force, vous le dites dans votre livre, en matière de santé, nous nous sommes collectivement beaucoup trompés depuis 25 ans, nous avons commis au moins 4 erreurs qu'il est plus qu'urgent de corriger. Je le dis rapidement, en premier lieu, la France n'a jamais donné à la santé la place et le poids politique qu'elle mérite, on a cantonné la santé dans la sphère technique. Deuxième erreur, collective aussi, œcuménique, est celle d'une lecture purement budgétaire et comptable de la santé. Troisième erreur, il faut réformer en profondeur le corpus doctrinal du ministère de la Santé. Il ne peut pas être uniquement pensé, imaginé, conçu et déployé par et pour l'hôpital public. On le voit bien ce qui se passe avec le secteur privé. Et enfin, dernière erreur,
très nombreux lits locaux et pour penser qu'il peut y avoir un médecin dans chaque commune, un hôpital dans chaque chef-lieu de canton. Et vous terminez, enfin vous dites dans votre introduction, la santé porte en elle tous les maux de la France et vous dites, n'est-il pas temps que la politique reprenne sa place et ses droits? Et ce qui est frappant, encore une fois, je reviens à Jean-Carl Grelier, dans le discours, en dehors on va aborder tous ces problèmes un par un par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui est frappant, c'est que, et vous le dites vous-même dans votre livre, c'est pour ça que ça m'a d'autant plus intéressé, c'est que tous disent, attendez, on fait confiance aux scientifiques, on voit le comité scientifique, on ne parle qu'après les scientifiques, on décide de faire le premier tour des municipales avec les scientifiques, on décide de confiner les scientifiques, pas besoin de masques, etc., les scientifiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Carl Grelier ? Ça veut dire que, effectivement, la gestion politique de notre système de santé a totalement abdiqué depuis des années, abdiqué au profit de la communauté scientifique qui dirige et manage le système de santé au gré de ses humeurs, de ses travaux de recherche, de ses affinités, de ses amitiés, et puis l'administration... De ses intérêts aussi, peut-être. Pardon. Sans doute de ses intérêts aussi, et puis l'administration de l'État qui a pris le relais derrière. Vous avez eu la gentillesse d'évoquer en des termes très sympathiques mon ouvrage, et je voudrais juste insister sur un point, c'est qu'à la différence de beaucoup d'autres, moi je ne suis pas médecin. Et donc j'ai un regard distancié sur ces questions de santé, qui est d'abord le regard d'un père de famille, qui est le regard de quelqu'un qui a été élu local, et qui, siégeant au Parlement depuis maintenant 3 ans, s'est interrogé sur le pourquoi de ces échecs consécutive de notre système de santé et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que depuis des années, personne n'avait imaginé qu'on aurait à faire face à une crise sanitaire de cette ampleur. Et parce que personne ne l'avait imaginé, on repoussait année après année les difficultés du système de santé, le sous-financement de notre système de santé, en se disant bon, ça a tenu une année de plus, ça peut bien tenir encore un peu. Souvenez-vous quand même, parce que il n'y a pas si longtemps, au mois de mars 2019, apparaît la crise des urgences à l'hôpital, dont tout le monde est d'accord pour dire que ça n'était que la partie visible de la crise hospitalière. Arrivé au mois d'octobre. Arrivé au mois d'octobre, 6 mois après, on propose à l'Assemblée nationale, et c'est Olivier Véran qui était rapporteur général du budget à ce moment-là, on propose un budget hospitalier à la baisse par rapport à celui de l'année d'avant. Voilà, la seule réponse qu'on est en capacité à produire depuis 25 ans en matière de santé, c'est toujours trop. Alors on nous a expliqué qu'il y avait trop de médecins, donc il fallait diminuer le numerus clausus. On nous a expliqué qu'il y avait trop d'hôpitaux, trop de maternités, trop de services de chirurgie, trop de services d'urgence, qu'on vendait trop de médicaments, qu'on les payait trop cher et que finalement, sans doute, il y avait trop de patients. Voilà la situation dans laquelle apparaît le coronavirus et les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui à gérer les choses. Mais et vous aviez raison de le souligner, regardez comme la politique a abdiqué aujourd'hui encore. On avait créé un comité scientifique, le président de la République vient de mettre en place un nouveau comité scientifique, le CARE, présidé par un prix Nobel de médecine à ses côtés, parce que la politique, les politiques en règle générale, n'ont plus le courage de faire ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire de prendre des décisions, d'en assumer la responsabilité et d'en rendre compte à nos concitoyens. Voilà, tout simplement, des mots relativement simples que je suis sans doute pas le premier à poser, mais qui aujourd'hui en matière de santé vont prendre une acuité toute particulière. Jean-Carl Grelier, restez avec nous. Après ceci, nous continuons effectivement ce décryptage passionnant. Et je rappelle que Jean-Carl Grelier, notre invité, député apparenté Les Républicains de la Sarthe, et qu'il est auteur de ce livre « Nous nous sommes tant trompés, plaidoyer pour l'avenir de la santé ». C'est publié aux éditions du Rocher. Chers amis, vous continuez à nous écouter sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons à prendre la feuille de température avec Jean-Carl Grelier. Nous nous sommes tant trompés, son livre aux éditions du Rocher. C'est un livre qui a été écrit il y a quelques mois, mais franchement, dont je vous conseille absolument la lecture au vu et au su de ce que nous vivons en ce moment. Jean-Carl Grelier, quand même,
parlons des choses justement et essayons un peu d'inventorier par rapport à ce que vous avez dit. Il y a eu, quand même, vous disiez, il n'y avait rien eu, effectivement. On avait eu le H1N1, on avait eu le SRAS, on avait eu le sida, hein, le virus du HIV. On a eu quand même des choses d'ampleur très très différentes. Mais à un moment donné, comment ces politiques, je pense à Marisol Touraine en 2013, avec, elle avait d'ailleurs dans son cabinet Olivier Véran, il y avait Salomon et tout ça, enfin bon, peu importe. Mais c'est qu'on a dit, les masques, on n'a plus besoin. Or, en 2011, vous avez sûrement suivi ça, puisque vous y intéressez depuis très longtemps, il y a eu un plan pour la pandémie, quand il y a eu la grippe aviaire, on s'est dit, il faut faire un plan pour une pandémie possible. Et ce plan en 2011 n'a jamais été ni acté ni suivi. C'est toujours pour la même chose, les politiques, ils abandonnent. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de suivi, parce que c'est aussi l'une des particularités de nos politiques publiques et principalement de la santé, c'est-à-dire qu'on n'a aucune évaluation des décisions qui sont prises. Donc de temps en temps, on prend des décisions, on prend des grandes orientations vers lesquelles on essaie d'emmener notre système de santé, et jamais on ne se pose pour évaluer si oui ou non les décisions ont été les bonnes, et si les orientations nous conduisent dans un sens positif ou pas. Donc là, c'est un peu la même chose. Et puis, rappelez-vous aussi toute cette pesanteur budgétaire qui pèse sur la santé, qui fait que à la suite de la pandémie de 2011, on est en 2013 et que c'est en 2013 que le gouvernement, via notamment le secrétariat général de la Défense nationale, décide que finalement, plutôt que ce soit l'État qui réalise des stocks de masques, on va demander aux entreprises privées de réaliser elles-mêmes leur propre stock de masques, ce qui permettait à l'État d'économiser quelques millions d'euros supplémentaires, puisque c'est l'horizon indépassable de toute politique de santé dans ce pays depuis au moins 25 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit un peu partout sur les territoires des entreprises faire don de masques à des hôpitaux, parce que les masques, ils sont dans les entreprises, là où ils auraient dû être en réserve pour le monde hospitalier. Enfin, vous savez, moi, je ne suis qu'un petit député de province, mais aujourd'hui encore, on m'a sollicité, c'est un médecin de mon territoire, qui ne m'a pas sollicité pour lui, mais pour les infirmières libérales avec lesquelles il travaille, qui vont au chevet de patients authentifiés et identifiés comme porteurs du Covid-19 et qui n'ont ni surblouse, ni masque, ni gants. Et donc on est en train de mettre en jeu la santé même de nos professionnels de santé, de ceux sur lesquels il faudra peut-être que nous comptions dans les semaines et les mois qui viennent. Bien sûr, parce voilà que comment l'impéritie, l'incurie de tous ceux qui se sont succédés depuis 25 ou 30 ans à la tête de ce ministère de la Santé, qui a été totalement déclassé et dévalorisé. Souvenez-vous des périodes où on constitue un gouvernement, vous n'avez aucun des chapeaux à plumes de la politique qui se battent pour aller au ministère de la Santé. Tout le monde veut l'économie, tout le monde veut la justice, tout le monde veut la défense ou l'intérieur. Personne ne veut aller à la santé. Alors depuis 25 ans, on met à la santé des professionnels de santé en pensant que peut-être on arrivera à se protéger en cas de difficultés sanitaires. Vous en donnez la liste d'ailleurs, il n'y a que des médecins sauf Xavier Bertrand, agent d'assurance. Exactement. Tous ont été ou médecins ou pharmaciens et quasiment tous médecins hospitaliers. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu un médecin libéral à la tête du ministère de la Santé, sauf à remonter peut-être à des époques beaucoup plus lointaines de gens comme Jacques Blanc ou Jacques Barrot. Mais sinon, jamais vous n'avez eu que des médecins et des professionnels du monde de l'hôpital. Et c'est là aussi sans doute l'une des difficultés de notre système de santé. Vous y faisiez allusion dans votre introduction tout à l'heure. Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée a annoncé publiquement qu'il mettait aujourd'hui 4000 lits à disposition des patients atteints du coronavirus avec des équipes de professionnels, avec des réanimateurs, des respirateurs artificiels pour les patients qui en auraient le besoin. Et le gouvernement n'a pas saisi cette balle au bond. Les agences régionales de santé sont... Le secteur privé est prêt à accueillir des patients qu'aujourd'hui on ne lui confie pas. Alors il y a des endroits sur le territoire où les choses se passent bien parce que les dirigeants de l'hôpital et de la clinique du secteur se sont bien entendus et arrivent à travailler en bonne coopération. Mais cette coopération publique-privée, elle n'est ni gérée, ni gouvernée, ni organisée à l'échelle nationale. Plus loin encore dans la réflexion, vous avez en France 2 organisations non gouvernementales
dont tout le monde connaît le sérieux et la compétence. C'est Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Partout dans le monde, quand il y a eu une crise sanitaire, MSF et Médecins du Monde étaient présents, représentaient la France et le savoir-faire médical français. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas officiellement sollicité ces deux ONG? Pourquoi on ne demande pas à ces gens qui sont spécialisés dans la gestion des crises sanitaires, dont c'est le métier au quotidien, on ne leur demande pas d'aller installer un hôpital de campagne en région parisienne, là où les hôpitaux publics sont débordés, d'aller dans l'est de la France et d'aller dans les zones qui vont rapidement devenir en tension. Voilà autant de questions qui méritent d'être posées. Et dont la seule réponse est que quand on est complètement hospitalo-centré et qu'on ne peut raisonner qu'en termes d'hôpital public, eh bien la vue ne porte pas plus loin et ne porte pas vers ceux qui pourraient apporter aujourd'hui une contribution sanitaire efficace. Oui, c'est d'autant plus parlant qu'aujourd'hui même Emmanuel Macron est allé à Mulhouse, enfin près de Mulhouse, vous savez, pour l'hôpital militaire à 30 lits qui a été effectivement. Mais quand vous dites en même temps que le secteur privé a plusieurs milliers de lits et a plusieurs milliers de soignants, des respirateurs et qu'on ne les sollicite pas, ça paraît incroyable, Jean-Carl Grelier, quoi. Ça paraît presque une fake news. Enfin, c'est tellement énorme. À quel moment dans la crise des urgences que notre pays a connue toute l'année dernière, à quel moment a-t-on réellement entendu la ministre Agnès Buzyn à l'époque parler de la coopération publique-privée? Vous voyez, moi je suis l'élu d'un département où entre l'hôpital du Mans et une clinique privée du Mans, il y a eu un accord de passé pour que le week-end, les spécialistes, les médecins spécialistes ne soient pas mobilisés côté privé et côté public pour réaliser des économies d'un côté et de l'autre. Voilà une gestion intelligente de la coopération. C'est la moindre des choses, oui. Chacun chez soi, évidemment, chacun ses modes de gestion, chacun ses statuts, chacun ses modes de rémunération. Mais il n'empêche que, au final, le patient, il se moque éperdument de savoir quel est le statut du médecin qu'il prend en charge. La seule chose que demandent aujourd'hui nos compatriotes, c'est d'être pris en charge le mieux possible et le plus près de chez eux. Voilà ce qu'ils demandent. Mais comment vous expliquez, on en a parlé partout, vous personnellement, Jean-Carl Grelier, comment vous expliquez quand même que des gens qui ne sont pas complètement, je ne sais pas moi, infantiles ou infantilisés, n'aient pas compris qu'il fallait en tout cas faire quelques réserves dans certains domaines. On parle de guerre, mais où sont les munitions? Ça, c'est une première question que je voulais vous poser. Et la seconde question, et vous en parlez, est-ce que cette suradministration de l'hôpital, les autorités régionales de santé, les ARS, etc., est-ce que ça n'a pas contribué à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Alors, pour répondre peut-être en premier lieu à votre seconde question, moi je considère, je le dis, je l'écris, nous n'avons plus en France aujourd'hui un ministère de la Santé, mais 14. Il y en a un à Paris et il y en a un dans chacune des régions administratives au travers des agences régionales de santé. Moi, j'ai connu l'époque des organismes qui précédaient les agences régionales de santé, qu'on appelait les agences régionales d'hospitalisation, qui étaient de petites équipes d'une vingtaine de fonctionnaires, qui étaient extrêmement performantes, et très disponibles au territoire et aux élus locaux. On a créé aujourd'hui des monstres administratifs dont on ne sait plus très bien comment ils fonctionnent, avec en complexifiant à l'extrême les procédures de décision et en multipliant les normes produites à la fois par le ministère, par les agences régionales de santé, que le pauvre petit directeur d'un petit hôpital d'une petite ville comme La Ferté-Bernard dans la Sarthe est incapable de mettre en œuvre faute de personnel. Voilà l'une des difficultés. Et puis l'autre, pour la réponse à votre première question, elle est très simple, c'est qu'on est dans un système où peut-être que l'une des premières décisions qu'il faudrait prendre, ce serait de mettre un terme à ce qu'on appelle l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire, ça consiste dans la sphère publique à voter tous les ans un budget pour une année seulement, avec assez peu de prospective sur ce qui se passera sur les années suivantes. Moi, j'appelle de mes voeux une loi de programmation en santé pour qu'on essaie au moins de se projeter à 5 ans, peut-être à 10 ans sur nos objectifs à tenir en matière de santé, sauf qu'en matière de financement de la sécurité sociale, la loi est votée par le Parlement chaque année à l'automne pour 12 mois. Le 31 décembre, c'est la fin des choses et on a constamment l'impression que on redémarre une nouvelle vie le 1er janvier de chaque année. Et je pense que ça ne favorise évidemment pas la prospective, la projection dans le temps et la préparation de pandémies comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Et vous l'écrivez dans votre livre, vous citez Marcel Goldberg qui écrivait en 2000, Marcel Goldberg.
prévention efficace. C'est bien, auditeur de Sud Radio, parce que une prévention efficace ne se réduit aucunement à la pratique isolée, spontanée d'actes considérés comme de nature préventive. Seuls des programmes de prévention planifiés aux objectifs explicites, contrôlés tout au long de leur réalisation et évalués en permanence peuvent prétendre à une véritable efficacité. Voilà ce André Berkoff, où et quand continue-t-on à faire de la prévention et de l'éducation à la santé dans ce pays quand il y a plus de médecins de PMI pour prendre en charge les nourrissons, quand il y a plus de médecins scolaires? Il arrive que certains médecins scolaires aient 47 000 enfants en responsabilité. Vous imaginez la probabilité pour un enfant de croiser de médecins scolaires. Moi, j'appartiens à une génération, j'ai 54 ans, une génération qui connaissait les examens obligatoires à l'école avec le contrôle de la vue, le contrôle de l'audition. Qui s'en soucie aujourd'hui? Qui effectue ces contrôles dans les établissements scolaires auprès des enfants? Absolument personne. Nous n'avons plus de médecins du travail. Et comme tout ça n'est pas organisé non plus, ces différents professionnels qui interviennent en matière de prévention ne dialoguent pas entre eux. Et puis regardons les choses de près. C'est vrai pour le Covid-19 comme ça aurait pu l'être pour d'autres pandémies. La vraie prévention, qui l'exerce? Le médecin généraliste. Sauf que le médecin généraliste, quand ils sont beaucoup moins nombreux, parce que là aussi on a été imprévoyant, et qu'il a 25 ou 30 patients dans sa salle d'attente, lorsque vous venez pour une consultation, il peut pas se permettre de prendre une heure et demie. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de la maladie psychiatrique, c'est comme ça qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses qui ne sont pas de la responsabilité de ces médecins. On ne leur donne pas les moyens d'exercer leur art dans de bonnes conditions. Restez avec nous, Jean-Carl Grelier. Nous allons voir les auditeurs de Sud Radio et je suis sûr qu'ils auront pas mal de questions, même beaucoup à vous poser. Et je rappelle que Jean-Carl Grelier est député apparenté Les Républicains de la Sarthe, porte-parole santé du parti et auteur donc de ce livre Nous nous sommes tant trompés, plaidoyer pour l'avenir de la santé. C'est publié aux éditions du Rocher. Chers amis, vous nous écoutez, vous êtes peut-être médecin, vous êtes peut-être patient, vous êtes peut-être aide-soignant. Dans tous les cas, vous nous appelez 0826 303. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, les confinés parlent aux confinés et c'est à vous maintenant la parole. Juste un moment avant de vous donner la parole, éditeur de Sud Radio, je voudrais poser une question à Jean-Carl Grelier. Je sais qu'il n'est pas médecin, mais c'est parce qu'il n'est pas médecin que je pose la question. Que pensez-vous de la polémique autour de la chloroquine et les travaux de Didier Raoult? Très sincèrement, c'est difficile de donner un avis quand effectivement, scientifiquement et techniquement, on maîtrise pas le sujet. Ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui une communauté scientifique qui est extrêmement divisée. Ce que je constate aussi, c'est que sur les expérimentations qui ont été conduites par le docteur Raoult, il y a quelques résultats. Ce que je constate enfin, c'est qu'il y a quelques pays qui décident de généraliser l'usage de la chloroquine. Donc, peut-être qu'une ouverture comme celle que le gouvernement vient d'autoriser va dans le bon sens et que peut-être il faudra l'étendre dans les temps qui viennent. Mais je note avec intérêt que le professeur Jean-Luc Arousseau, qui est l'ancien président de la Haute Autorité de Santé, préconise une prescription de ce médicament assez rapidement dans la prise en charge du Covid-19. D'accord. Eh bien, auditeur du Sud Radio, c'est à vous. Jean-Marie, tout de suite, 0826 300 300 en direction le Valois. Et on retrouve Karine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Karine. Tout d'abord, merci à Sud Radio et à vos équipes qui organisent ces émissions et ces matinales où on a la liberté d'expression et de débat. Et je trouve que c'est vraiment maintenir un lien social dont on a particulièrement besoin en ce temps de crise. Donc, je vous en remercie. Merci à vous. Et je voudrais, il y a beaucoup de points à aborder et j'ai eu l'occasion d'intervenir sur votre antenne, encore une fois merci. Mais je voulais revenir sur ce que Madame Boyer disait en début d'émission et faire le lien justement entre ce qu'elle disait, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, faire le lien entre ce qu'elle disait et le problème de comportement des hommes et femmes politiques en temps de crise. Moi je salue sa franchise parce que effectivement elle est touchée personnellement, mais j'entendais Monsieur Éric Woerth ce matin sur une autre antenne, celle de Monsieur Bernard Arnault.
qui lui était beaucoup plus soft, on va dire. On sent bien qu'ils veulent pas trop critiquer. Alors oui, il y aura des enquêtes parlementaires, mais bon, il faut cette union. On est d'accord avec ce que le gouvernement fait. Il essaye de gérer au mieux, etc., etc. Et moi, si vous voulez, c'est un peu ça qui me dérange, c'est qu'on est sommé en ce moment d'arrêter toute polémique et critique pour mobiliser l'union, en disant l'union qu'on va... sacrée. Voilà, l'union sacrée, en disant qu'on va faire les comptes après sur ce qui se passe. Et malheureusement, bon, quand on regarde un peu les scandales passés, on parlait justement de la crise du sang contaminé. Moi, je trouve que les comptes et les sanctions n'arrivent pratiquement jamais. On va dire aux citoyens une fois que la crise sera passée que ces polémiques ne servent à rien, parce qu'il faut se mobiliser pour justement reconstruire l'économie et la rétablir, etc. Les choses défileront. Et je pense que justement cette attitude amnésique qui est toujours bien organisée et qui est facilitée par une information qui va de plus en plus vite, contribue à ce que ces situations se reproduisent. Moi, je vois Monsieur Fabius, il est président du Conseil constitutionnel et tout ce qui va avec. Alors bon, moi, je vais pas faire appel à des souvenirs historiques parce que les comparaisons, il faut y faire très attention. Mais si vous voulez, on peut se souvenir aussi de l'après-guerre où on a mobilisé des gens qui étaient très limites au niveau de la collaboration, mais parce qu'on disait qu'on en avait besoin, etc. Et ce que je vois quand même, si vous voulez, c'est que il y a quand même des éléments de langage de nos dirigeants qui ont la générosité et le courage très facile avec la vie et l'argent des autres. Mais vraiment, ça me dérange. On entend monsieur... Oui, non, je voudrais dire qu'on... Juste Karine. Oui, juste Karine. Non, je voudrais juste, mais restez avec nous. Je voudrais juste que le politique Jean-Carl Grelier réagisse à vos propos, justement, en disant voilà, au long de l'Union, on ne dit plus rien, mais vous, en tout cas, vous dites des choses. Mais c'est vrai, le politique, comment doit-il se comporter? Il n'y a pas un politique, il y a des politiques. Oui, Jean-Carl Grelier. Moi, je considère que Karine a totalement raison dans son analyse et que si on en est arrivé là, entre ce décalage entre une partie de la population française et ceux qui nous gouvernent et la classe politique en règle générale, c'est peut-être qu'effectivement, le discours tenu par les politiques depuis des années ne répond pas aux attentes de la population. Ce qu'a dit Valérie Boyer tout à l'heure est très juste et en fait, il faut à un moment donné simplement avoir l'honnêteté de dire on sait, on sait pas, on peut pas. Plutôt que de faire croire en permanence qu'on a toutes les bonnes situations sur à peu près tous les cas qui peuvent se présenter, parce qu'effectivement, ça n'est pas le cas. Effectivement, ça n'est pas le cas. Et puis, il faut sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel nous sommes. C'est ce que je dénonce au travers de mon bouquin. Depuis trop d'années, on a laissé à quelques-uns simplement le soin de définir ce que devait être une politique de santé, sans que personne d'autre ne puisse s'y mêler. Un exemple anecdotique, lorsqu'au mois de juillet dernier, nous avions à l'Assemblée nationale des débats sur la loi de transformation du système de santé, il est arrivé un soir très tard, nous étions une cinquantaine encore dans l'hémicycle, que la plupart des collègues qui étaient présents commencent à s'interpeller en s'appelant mon cher confrère. Et j'ai été obligé de rappeler au président de l'Assemblée que peut-être il fallait leur rappeler qu'on n'était pas à l'Académie de médecine mais à l'Assemblée nationale et qu'y compris des députés qui ne sont pas médecins avaient le droit de prendre part au débat et avaient voix au chapitre. Voyez le système dans lequel nous sommes. Donc effectivement, il faut qu'on puisse évoluer sur tout ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai d'abord une carrière d'élu local. Moi, je suis pas un grand politique. Et ce que j'ai constaté quand j'étais maire de cette petite ville de la Ferté-Bernard d'à peine 10 000 habitants, c'est tout simplement que les élus, je vous le disais, ça prend des décisions, ça doit en rendre des comptes à la population et ça doit assumer ses responsabilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est comme ça que la démocratie sera revivifiée. Oui, est-ce que je peux me permettre d'ajouter un commentaire en complément de ça si je peux me permettre ma petite expérience, j'ai étudié et vécu aux États-Unis, j'ai même travaillé sur les marchés financiers, j'ai vécu le krach de 87. Donc j'ai un petit peu de recul par rapport à certaines choses et par rapport à l'économie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, si vous voulez, et je me souviens d'une de vos réflexions, Monsieur Berkoff, lorsque on peut effectivement, sur la mobilisation des entreprises privées et sur leur réactivité par rapport au public.
public. Et moi, ce que je vais dire ne vient pas du tout justement d'un discours de lutte des classes, mais plus d'un problème d'intérêt général ou d'intérêt privé. Et c'est ça, si vous voulez, qui me choque. Parce que lorsqu'on parle des énarques qui nous gouvernent et qu'on leur donne toujours systématiquement raison, en ne jamais remettant en cause leur capacité. Alors que je m'excuse, c'est des gens qui, pour beaucoup, on dit « il a fait un stage en entreprise ». Mais c'est une rigolade. Je veux dire, c'est des gens qui, très souvent, ne savent pas travailler dans la contrainte et avoir des obligations de résultats. Ils en sont systématiquement exonérés. Moi, quand j'entends Emmanuel Macron nous dire « on fera ce qu'il faut, quoi que cela coûte », ou Monsieur Philippe qui dit « j'assume », mais c'est la collectivité qui va assumer. Parce que, pas pour paraphraser Churchill, mais disons oui, quoi qu'il en coûte, mais on a dit on prend pas de mesures drastiques au début parce qu'il faut il faut faire attention à l'économie. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la fois on est obligé de prendre des mesures extrêmement drastiques maintenant et de confiner les gens, et on va avoir une économie par terre qu'il va falloir relever. Et moi, ce que j'aimerais un petit peu, c'est que ces énarques, au lieu de systématiquement déplacer lorsqu'ils font des bêtises énormes, parce qu'ils mettent parfois des boîtes mais complètement à terre par leurs erreurs de gestion, eh bien au lieu d'être juste déplacés, d'être mis dans d'autres conseils d'administration en visant encore grâce, qu'ils soient véritablement sanctionnés. Au privé, aux États-Unis notamment, les gens, lorsqu'ils sont vraiment pas compétents ou qu'ils font des erreurs énormes au niveau des entreprises, ils sont véritablement sanctionnés. J'aimerais bien que ça arrive un petit peu aussi ici. En France, absolument, Karine. Attendez, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent, mais on vous a vraiment bien entendu. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Levallois. On descend dans les Landes, on retrouve Anne-Lise sur Sud Radio. Oui, bonjour Monsieur Berkov, merci pour vos émissions. Alors moi je vais ramener ça au ras des pâquerettes, on va dire. Je suis restauratrice, donc en milieu rural, arrêtée depuis le 15. Oui. Donc on a essayé de mettre en place beaucoup de choses. Bon bref, on a dû arrêter parce que c'est pas probant dans des communes rurales. Donc j'ai posé ma candidature au prix des agriculteurs, et Dieu sait que les Landes c'est le pays de l'agriculture. J'ai oublié de préciser, j'ai 57 ans. C'est très important. Donc j'ai posé ma candidature, évidemment, puisque plus de revenus, plus rien, et donc voilà, de grosses difficultés. Eh ben, écoutez, à ce jour, personne n'en a retenu ma candidature. Pourtant, nous, dans les métiers de restauration, on est habitués à travailler très dur. 18-19 heures par jour, c'est souvent notre quotidien. C'est étonnant, c'est intéressant, puisqu'on vient de recevoir, vous savez, Tout à fait, c'est en réaction à ça que je vous appelle. Qui dit on a besoin, oui, mais écoutez, c'est assez étonnant. Ça, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, en tout cas très très précisément. Vous allez nous envoyer vos coordonnées, vous avez envoyé à Jean-Marie et à l'équipe de Sud Radio, et on va transmettre à Fon, à Monsieur Jean Fon, pour savoir, effectivement, vous réclamez des bras, vous dites qu'on manque de bras, eh bien, oui, c'est quand même très bizarre. On va transmettre votre annonce, en tout cas, Anne-Lise. Ouais. Vous avez quelqu'un à la FNSEA, là, près de chez vous, ou pas du tout? Comment? Vous avez quelqu'un de la FNSEA près de chez vous, ou je pas crois du tout? pas, non, peut-être sur Mont-de-Marsan, mais moi, j'en suis pas... Là, avec le confinement, on n'a pas le droit de... Je regarderai. Et par contre, regardez quand même et envoyez-leur un mot quand même, parce que ça paraît pas normal quand même. Ils réclament comme ils réclament, et ils le fassent pas, quoi. On verra. Mais je vous dis là, je joue pour beaucoup. J'ai une anecdote, si vous permettez, au niveau de Allez-y. À propos de la Nivaquine. Alors Nivaquine, c'est le nom que portait le médicament qui est en question actuellement. Oui, tout à fait. Alors j'ai pris de la Nivaquine pour des problèmes très bénins, de l'érythème solaire, c'est-à-dire une allergie au soleil. Et j'ai pris de la Nivaquine pendant de nombreuses années, qui était d'ailleurs très efficace. Et je n'ai jamais eu une réaction secondaire. Jamais. Voilà. C'est tout. Très bien, non, mais c'est enregistré, effectivement, et vous n'êtes pas la seule. Des millions de gens ont pris la Nivaquine pour aller dans le monde entier. Moi aussi, vous voyez, et effectivement, je n'ai jamais eu, ce qui ne veut pas dire le reste. Bon, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, mais la Nivaquine, effectivement, j'ai jamais eu d'effet secondaire. Eh bien, ce sera un témoignage qu'on versera au débat. Merci à vous, Anne-Lise. On va suivre votre requête et votre situation. Vous qui nous appeliez des Landes, on va en direction de Héran. On retrouve Dost sur Sud Radio. Oui, Dost, bonjour. 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 Moi, c'était une réflexion un peu en partie avec l'hôpital. Il y a une trentaine d'années, vingtaine d'années, il y a une idée qui est née parmi nous, comme quoi le bonheur serait lié à la perte des impôts, à la baisse des impôts. Du coup, cette idée, elle est devenue un dogme. Et le bébé de cette idée, c'est que pour y arriver, il faut supprimer des fonctionnaires.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour supprimer des fonctionnaires, on a d'abord supprimé le ministère du Plan. Le ministère du Plan qui était les seuls gens qui voyaient l'avenir, qui disaient, bon, mais la population... À long terme. Aussi, à long terme. Il faudra faire des hôpitaux, il faudra faire aussi des écoles, ou peut-être des tribunaux. Et donc, on a fait ça, on est devenu aveugle. Et après, c'est devenu un peu une idée inclue dans la culture des gens que oui, effectivement, il y avait trop de fonctionnaires. Et on a commencé à sabrer dans tous les domaines de l'État. L'hôpital, c'est pas le seul. Mais aujourd'hui, c'est quand même lui. Et effectivement, il va falloir peut-être faire une sorte de réflexion philosophique, quoi, pour savoir si... parce que cette idée, elle arrange qui? Elle arrange les ultra-riches. Donc, si c'est toujours les mêmes qui payent et les classes moyennes qu'on tord dans tous les sens, mais elles adhèrent aussi à cette idée de baisser les impôts, parce que de toute façon, elles sont un peu à la rue aussi. Mais par contre, elles vont pas se mettre dans la lutte. Elles vont valider, on va dire. Oui, donc, je vois très bien. Mais il y a un paradoxe là-dessus, Dost, c'est qu'en même temps, les fonctionnaires, est-ce que ce n'est pas en faisant plus de fonctionnaires, ce n'est pas le problème du fonctionnaire ou pas, c'est est-ce que certains travaillent et certains ne travaillent pas? Est-ce que certains font du boulot? Vous regardez en matière de santé, il y a une suradministration, il y a un surplombage de fonctionnaires, et ce n'est pas le problème du service public. C'est que les médecins et ceux qui sont en rapport avec les malades n'étaient pas traités comme était traitée une suradministration bureaucratique. Mais j'aimerais entendre Jean-Carl Grelier là-dessus, Monsieur Grelier. J'ai trouvé que dans l'intervention de votre auditeur, il y avait des éléments de bon sens. Moi qui suis pourtant un pur jus libéral, croyez-moi, je regrette aussi l'époque où nous avions un commissariat général au plan, à l'époque où il était confié à des intellectuels de la stature d'Henri Guénaud, qui étaient des gens qui avaient une vision qui nous aidait et qui nous accompagnait pour regarder un peu plus loin que le bout de notre nez, et que sans doute depuis que ces structures-là n'existent plus et ont été dissoutes, on a un peu plus de mal à faire de la prospective et imaginer ce que seraient les besoins de la France pour demain. Mais en même temps, et vous l'avez rappelé, c'est aussi la situation paradoxale, on est dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis très longtemps, et que depuis des années et des années, nous avons des gouvernements qui cherchent par tous les moyens à faire des économies. Alors moi, je n'ai jamais été de ceux qui pensent que crier à haro sur les fonctionnaires en permanence et demander la diminution des fonctionnaires comme seul axe d'une vision politique, c'était manifestement insuffisant, et ça n'aurait aucun sens. Par contre, effectivement, réfléchir à ce que les Français attendent de leur service public, prioriser là où il y a des priorités à faire plutôt que de fermer comme on a fermé. Regardez, je prends un exemple tout simple, celui des hôpitaux. Quand on a fermé une maternité, on s'est jamais soucié de savoir ce que devenaient les parturientes qui habitaient à 50 km. On aurait pu fermer la maternité si elle présentait des risques pour la sécurité. On pouvait même justifier la fermeture de la maternité par des économies à réaliser, mais ça n'aurait pas coûté très cher de mettre une ambulance et une sage-femme à disposition des parturientes partout où on fermait des maternités pour éviter que, comme ça se passe dans les territoires ruraux comme le mien aujourd'hui, on accouche à domicile, on accouche dans des services d'urgence où il n'y a pas d'obstétricien, ou que parfois on accouche dans le véhicule des pompiers entre son domicile et la maternité. Vous voyez, et ça, personne n'y a pensé, personne n'y a songé, parce que on a cette réflexion non aboutie sur les économies à réaliser, mais que jamais on va se poser la question de ce que les Français attendent en termes de services publics sur les territoires. Oui. Autre auditeur. Absolument, on salue Dost qui nous appelait de errant. Oui, merci Dost, parce qu'il a raison pour le plan, c'est vrai. Et 0826 300 300 au Paralibourne, on donne la parole à Robert sur Sud Radio. Oui, bonjour Robert. Bonjour, comment tu vas? Je peux me permettre de te tutoyer parce que je suis beaucoup plus âgé que toi. Oui, je parlais de toi, entre parenthèses, je parlais de toi récemment avec mon ami le Veto, Alain de Peretti, voilà, sur l'affaire. Ah oui, d'accord. L'affaire Halal, tu vois. Bon. Absolument. On l'a reçu là-dessus, oui. Ah ben il faut continuer. Bon, alors, je voulais dire, moi j'ai 82 ans et demi, et j'ai fait la guerre d'Algérie, contraint et forcé, entre parenthèses, et quand je suis arrivé en 58 à Bouamama, c'est au sud de Kenchéla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore au sud de Constantine. Voilà, c'était au milieu des montagnes et tout là. On nous a pas demandé notre avis, on nous a dit, si tu veux pas crever, eh bien tu prends de la quinine. Voilà, et on prenait la quinine.
Voilà, on n'a pas attendu l'effet clinique, rien du tout. C'est clair, c'est net. Et tu vois, à l'âge que j'ai, je ne suis pas mort de tout ça. Or, de la quinine. La quinine, la névaquine, la chloroquine, il n'y a que le nom qui change de toute façon. Voilà, il n'y a que le nom qui change, il n'y a pas, la molécule est toujours la même. Bon, on est d'accord. Voilà, alors, moi je veux parler de cet ami Didier Raoult, qui est né évidemment à Dakar, et qui en connaît quand même une sérieuse raison de ça, parce qu'il est né dans un endroit aussi où il fallait en prendre pratiquement tous les jours. Voilà. Ouais. Il a aussi à son actif des recherches qui ont apporté quand même beaucoup de choses. Mais hier au soir, quand j'ai appelé, que j'ai eu la standardiste, j'ai discuté un petit peu avec elle, et je lui ai dit, vous voyez, je suis sûr qu'au travers de tout ça, il y a quelqu'un, il gêne quelqu'un. Voilà. Et ce matin, sur mon ordinateur, j'ai cherché, j'ai fouiné, et j'ai trouvé qu'il est en travers de ce chemin. C'est un ennemi à lui, puisqu'ils sont fâchés à mort. C'est le mari de Madame Buzyn. Oui. Monsieur on en a beaucoup parlé déjà. Voilà. Oui, ils sont fâchés, oui, tout à fait. Voilà, celui-là, il ferait mieux de la fermer, et de toute façon, il fera comme Macron et le barbu et les autres, il faudra qu'il passe en cour d'assises pour autre trahison vers la France et les Français. Comme vous y allez. Mais écoute, non mais tu peux me tutoyer, moi, tu sais, ça me gêne pas, moi, c'est pas me tutoyer. Non mais c'est vrai. Je suis un homme de l'avant-guerre. J'ai connu tu te rappelles très bien, tu en as entendu parler, la grippe espagnole. Tu te rappelles combien elle avait fait de morts? Certes, des millions et des millions, ouais, absolument. 50 millions. 50 millions, absolument. Voilà, il y a un siècle, 1918, ouais. Oui, mais il y a eu après, en 39, en 45-46. Bien sûr, il y a eu aussi. Donc il faut soigner. Il faut soigner. Et je me rappelle, entre parenthèses, le pauvre vieux disait, mais de toute façon, mes pauvres amis, que voulez-vous que l'on y fasse? On n'a rien sous la main. Le plus malade en crèvera, et les autres en sortiront. Et il avait entièrement raison. Donc c'est le deuxième virus que j'ai. Ceci étant dit, moi, au travers de ton émission, et je te remercie de m'avoir accueilli, je supplie toutes les personnes qui m'écoutent, qui n'écoutent pas le docteur, qui n'écoutent pas ceci, qui n'écoutent pas cela, ils vont à la pharmacie, ils commandent de la chloroquine. Mais attention, il faut qu'ils aient une ordonnance. Maintenant, ils peuvent plus la commander en vente libre. Tu sais, c'est que depuis qu'Agnès Buzyn l'a classée en substance toxique en janvier 2020, là, il y a 2 mois et demi, on peut avoir de la chloroquine, mais il faut avoir une ordonnance du médecin. Mais qu'est-ce qu'elle y connaissait, elle, dans le domaine? Qu'est-ce qu'elle y connaissait? Elle a fait la guerre d'Algérie, celle-là, et tous ceux qui sont autour de toi, ils ont fait la guerre d'Algérie, ils en ont pris de la quinine. Je crois pas. Non. Eh bien, tu vois, je viens d'appeler 2 ou 3 copains qui étaient dans mon régiment là-bas, et je leur ai dit, mais vous vous rappelez, vous en avez pris, vous, de la quinine? Ah ben oui, bien sûr. Tout le monde. Eh bien voilà, alors... Moi, merci en tout cas. Merci, rappelle-nous quand tu veux et merci du conseil. Je crois que tout le monde l'a écouté. Merci à vous Robert de nous avoir appelé de Libourne au 0826 300 300. Merci à notre invité également, Jean-Carl Grelier, député apparenté Les Républicains de la Sarthe, porte-parole santé du parti, référent du Comité national d'éthique et surtout auteur de ce livre qui est d'actualité. Nous sommes tant trompés, plaidoyer pour l'avenir de la santé, c'est publié aux éditions du Rocher. Merci à vous Jean-Carl Grelier, merci André Berkoff. On retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio dans tous vos états. La suite de notre journée en compagnie de Jacques